Alors aujourd'hui, trois histoires. Trois histoires. Nous partons au Sénégal, nous partons en Afrique de l'Ouest et nous partons encore au Sénégal, du peuple Wolof et le peuple Mandingue au Sénégal pour la première histoire qui s'appelle La Calebasse. Donc, comme la dernière fois, Abby, qui est à côté de moi, va utiliser, vous voyez, c'est comme une calebasse. Elle fera pour le début de l'histoire un petit temps de musique. Et à la fin de l'histoire, voilà. Et elle vous montrera au fur et à mesure de nos histoires des masques, différents masques. Voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu quelques masques qu'on a ramenés de nos pérégrinations en Afrique. Alors, on démarre. Donc, la première, c'est la calebasse. Donc, c'est une histoire sénégalaise du peuple Mandingue. C'est plutôt situé au niveau des mangroves au Sénégal. Il y a longtemps, excusez-moi, l'introduction. On y va. Il y a longtemps, très longtemps, dans le village de Fuladougou, vivait Salimata, une jeune fille intelligente et généreuse. Ses qualités étaient reconnues partout dans la contrée. Cette renommée attisait la jalousie des autres filles de Fuladougou. Un jour, elles ourdirent un complot contre elle. Dans la mangrove vivait un génie au corps de python. Une nuit, les filles le consultèrent. « Génie, nous avons pris des risques pour solliciter ton aide. Nous avons une amie prénommée Salimata. Elle est fière de sa beauté, elle est méprisante. Les garçons ne voient qu'elle. Nous n'avons pas la chance d'être jolies et nous sommes malheureuses. Fais-la disparaître. C'est le seul moyen qui nous permettra d'exister. » Les filles sortirent d'un sac un coq rouge, une gourde de lait caillé et 10 noix de cola. « Génie, nous t'offrons ces présents en guise de sacrifice. » Très bien. Je peux enlever Salimata. Il faudra la convaincre de venir demain matin dans les champs de sorgho. Sorgho, c'est comme du maïs ou une céréale. Je me transformerai en calebasse sculptée. Vous lui direz de l'emporter. Le lendemain, les filles proposèrent à Salimata de se promener avec elles dans les champs de sorgho. Salimata ne se doutait de rien. Elle accepta l'invitation. Soudain, une des filles s'exclama. « Quelle merveilleuse calebasse !» Le groupe de jeunes filles se précipita pour admirer l'objet. « Prends-la, Salimata, elle est à toi, car tu es la plus belle et la plus gentille du village. » Salimata était gênée. Elle ne voulait pas être la seule propriétaire de cette magnifique calebasse. Les filles insistèrent. Et Salimata finit par se saisir du cadeau. De retour chez elle, Salimata montra la calebasse à ses parents. Elle l'exposa dans un coin de sa case. À l'heure du dîner, la calebasse se mit à chanter. « Salimata, Salimata, oh Salimata, j'ai faim !» La famille fut étonnée d'entendre une calebasse qui parlait le langage des hommes, même si elle chantait toujours le même refrain. « Salimata, Salimata, oh Salimata, j'ai faim !» Salimata lui apporta du riz. La calebasse l'avala en quelques secondes. Puis elle se remit à chanter. La jeune fille la remplit de mille. La calebasse la dévora en un clin d'œil. Ensuite, la calebasse vida les greniers de sorgho, de fonio, de maïs, avant de s'attaquer au bétail. Plus personne ne pouvait la retenir. Elle se faufilait partout, insaisissable. La panique s'empara du village. La calebasse roulait dans les concessions en chantant « Salimata, Salimata, oh Salimata, j'ai faim !» Elle décima les poules, les coqs et les pintades. Enfin, rassasiée, elle entonna un autre chant. « Salimata, Salimata, oh Salimata, je pars avec toi. » Les filles accusèrent Salimata d'avoir profané la demeure du génie en lui volant sa calebasse. Pour protéger le village, Salimata se résigna à partir. Elle fit ses adieux à ses parents. Arrivée dans la mangrove, la calebasse se transforma en serpent. Salimata prit peur et supplia le python de ne pas la tuer. Le génie lui dit « Tu as été généreuse, tu m'as donné tout ce que je réclamais. C'est la haine et la jalousie des filles de ton village qui ont provoqué cette situation. Je ne te tuerai pas, mais je te garderai ici pour t'initier aux sagesses ancestrales. » Les années passèrent
Les parents de Salimata étaient désespérés. Leur fille ne leur reviendrait plus jamais. Un jour, le serpent annonça à Salimata: « Tu as réussi tes épreuves initiatiques. Tu as toujours gardé confiance en toi. Tu n'as jamais calomnié les autres. Maintenant, tu as atteint un haut niveau de sagesse. Tu es libre. Je vais te raccompagner chez toi. » Puis il ouvrit sa gueule. Des troupeaux de vaches, de moutons, de veaux bondirent. Le génie installa sa protégée sur un magnifique cheval et lui confia ensuite des sacs d'or. Puis il lui affecta une armée de guerriers et ils partirent ensemble. Avant d'arriver, le serpent redevint une calebasse et chanta: « Salimata, princesse, Salimata, ô Salimata !» Ce somptueux cortège atteignit le village et suscita l'admiration de tous. Toutes les conspiratrices se métamorphosèrent en palmiers dès qu'elles entendirent la chanson de la calebasse. Salimata fut tellement heureuse de retrouver ses parents qu'elle distribua les richesses à la population. La calebasse s'élança vers le ciel et disparut à jamais dans les nuages. La musique. Vous voyez, ça c'est l'image. Donc voilà pour cette première histoire. Donc c'était l'histoire de la calebasse et donc de la princesse Salimata. Le deuxième masque. Là, c'est pour accrocher sur la tête. Et là, c'est la devanture. C'est ce qui est devant. Voilà. Alors, nous allons pouvoir démarrer la deuxième histoire. Donc là, c'est une histoire d'Afrique de l'Ouest. Le rêve de Dado. Il y a longtemps, très longtemps, une guérisseuse nommée Dado quitta son village en compagnie de son mari Sougoufara pour s'installer dans une caverne. L'endroit était idéal pour méditer et communiquer avec les esprits de la nature. Une nuit, elle rêva d'une déesse de la forêt. Cette divinité lui annonça: « Les dieux sont satisfaits de toi. Ton travail en faveur de la guérison de tes semblables sera récompensé. Choisis 3 vœux qui te tiennent à cœur. Il les réalisera. » Le lendemain, Dado raconta sa vision à son mari et prit conseil auprès de lui. Il lui répondit: « La nature ne m'a pas gâté. Avant tout, j'aimerais donc que les dieux me rendent beau comme le soleil. Je voudrais que tu sois fier de moi. » Dado répliqua: « Je t'aime et c'est tout ce qui compte pour moi. » Mais Sougoufara insista pour que son premier souhait soit réalisé. Pour les 2 autres, nous avons le temps de réfléchir. La nuit suivante, la déesse revint. Dado lui déclara: « Je désirerais que mon époux soit doté d'une beauté exceptionnelle. » Le matin, au réveil, quand Sougoufara se vit dans son miroir, il ne se reconnut pas. Il resta de longs moments à s'admirer en murmurant: « Que je suis magnifique !» Puis il prépara sa valise, prit ses affaires et annonça à sa femme: « Je ne peux plus habiter dans ce coin perdu. Je veux vivre en ville. » Dado, surprise par l'attitude de son mari, ne comprenait pas cette décision. « Beau comme je suis, expliqua Sougoufara, je mérite d'être vu et admiré par un plus grand nombre de personnes. » Il ajouta: « Si tu ne veux pas être répudié, suis-moi. » Dado abandonna sa retraite et s'installa en ville avec Sougoufara. La réputation de sa beauté dépassa largement la contrée. De riches courtisanes affluaient de partout et bien vite il négligea son épouse. Trahi et humilié, Dado se souvint qu'il lui restait encore 2 vœux à formuler. De retour dans sa caverne, elle se mit à prier et à méditer toute la journée. Le soir même, l'esprit de la forêt vint la voir. « Quel est ton 2e souhait? » « Que mon mari redevienne comme il était avant. » Le lendemain, Sougoufara se vit transformé. Les courtisanes quittèrent la maison en découvrant son véritable visage. Il se retrouva seul. Dado, quant à elle, continua à soigner les gens comme elle le faisait avant. Le conte garde le secret sur la nature de son 3e souhait. Musique.
là c'est devant et là c'est derrière. Sur le côté, vous pouvez voir ici une sorte de chose marron sur le côté. Alors, pour cette troisième histoire, nous repartons au Sénégal. Donc, le peuple Wolof, c'est un peuple sénégalais. Pour l'histoire, le trésor de Bouki, la hyène. Il y a longtemps, très longtemps, à l'époque où les hommes et les animaux parlaient le même langage, vivait un jeune homme qui s'appelait Gora. Il était connu et respecté dans tout le village pour son honnêteté, son courage, sa gentillesse et sa générosité. Gora se levait tôt le matin pour aller travailler dans ses champs et ne rentrait que le soir. Un matin, il entendit des cris qui venaient du puits situé à l'entrée du village. « Oh, oh, oh !» Il se pencha et, à sa grande surprise, il vit un lion, une hyène et un serpent à l'intérieur. « Aidez-nous, monsieur, s'il vous plaît, dit le lion. Nous sommes tombés pendant la nuit, nous avons été surpris par l'orage. » Gora, qui se méfiait surtout de la hyène, dit « Si je vous libère, est-ce que j'aurai la vie sauve ?» Aussitôt, Bouki N'Djour, la hyène, s'exclama. « J'ai changé. Je ne suis plus la bête méchante et ingrate que vous connaissez. J'ai trouvé un maître qui me guide sur les voies de la sagesse. Gaïndé Ndiaye le lion. Je suis à son service. » Diane Folle, le serpent, dit « Je ne mords plus ceux qui passent sur mon chemin. J'avais peur de tout le monde. Maintenant, j'ai un ami qui saura me défendre. C'est Sa Majesté le lion. » Gaïndé, après avoir écouté avec plaisir les compliments de ses compagnons, dit « Homme, si tu nous laisses dans ce puits, nous mourrons. Notre mort restera sur ta conscience et ce puits, si précieux pour ton peuple, sera pollué. » Après avoir réfléchi un moment, Gora alla chercher une corde et la tendit aux animaux. Un à un, le lion, le serpent et la hyène se hissèrent hors du puits. Ils le remercièrent et l'assurèrent de leur aide en cas de besoin. Vous voyez ? C'est l'image de quand ils sont dans le trou. Dans le puits. Bien des mois passèrent, Gora ne les revit plus. Un soir, Gora rencontra Bouki, la hyène qui l'attendait. « N'aie pas peur, dit l'animal, je veux juste te faire un cadeau. Suis-moi, j'aimerais te révéler un secret. » Bouki mena Gora jusqu'au pied d'un fromager. Sous cet arbre immense, dit-elle, est caché un coffre rempli d'or. Un roi l'avait enterré ici, mais il est mort subitement, sans avoir eu le temps d'en indiquer la cachette à ses héritiers. Bouki ajouta « Mon ancêtre, qui s'était dissimulé dans la forêt, avait tout vu. Il a transmis le secret à mes grands-parents, qui à leur tour l'ont confié à mes parents. Maintenant, je suis la gardienne du trésor. Il est désormais à toi. » ricana la hyène avant de s'enfoncer dans la brousse profonde. Gora prit le chemin du retour. Les questions se bousculaient dans sa tête. Toute la nuit, il réfléchit. Qu'allait-il faire de toute cette richesse? Le lendemain, il se rendit chez son cousin, Marsassoum. Il avait une grande confiance en lui. Il lui raconta sa rencontre avec Bouki et lui indiqua l'emplacement de son trésor. Ce dernier s'empressa d'aller voir le roi Bouba pour dénoncer Gora. Cacher un trésor sous un arbre était formellement interdit. Seul le souverain avait le droit de posséder de l'or. Un matin, des gardes se présentèrent chez Gora et lui ordonnèrent de leur dévoiler la cachette. Gora fut ensuite conduit au palais. Malgré ses protestations, le roi le mit en prison après avoir récupéré le coffre. La détention de Gora fut ressentie comme une injustice par beaucoup de gens. Il était honnête, généreux et toujours disponible pour rendre service. Cependant, nul ne pouvait contredire le roi. Le lion, la hyène et le serpent, informés de la nouvelle par Thiéli l'épervier, décidèrent d'intervenir pour délivrer Gora. Ils élaborèrent un plan. L'épervier, niché au sommet du baobab royal, il connaissait les habitudes de la famille. Le roi avait une fille unique appelée Yacine. Il tenait beaucoup à elle depuis la mort de la reine. Yacine avait coutume de se promener le matin dans la forêt des Calcédras, en compagnie de Kala, son garde du corps, et de ses amis. Quant au souverain, il organisait une partie de chasse une fois par semaine. Diane Folle, le serpent, proposa de mordre le roi, puis il ajouta « Je peux entrer discrètement dans la prison.
J'apprendrai la formule et le rythme magique à Gora. Lui seul sera capable de guérir le roi. Moi, dit fièrement le lion, en secouant sa crinière, je vais enlever la princesse. Aucun homme n'aura le courage de venir la chercher. Gaïde Andé Ndiaye, s'exclama Bouki. Tu es le roi, je suis fier d'être à ton service. Un soir, le serpent s'introduit dans la cellule de Gora et d'une petite voix lui dit « C'est le moment de te témoigner mon amitié. Je vais te sortir d'ici. » Puis Diane expliqua comment il allait s'y prendre. Il souffla à l'oreille de Gora la formule mystérieuse et l'onomatopée du rythme magique avant de disparaître. Un jour, après sa partie de chasse, le roi, accompagné de quelques guerriers, décida de se reposer à l'ombre d'un capoquier. Soudain, le serpent surgit et le mordit au bras avant de s'éclipser dans la nature. Immédiatement, le roi fut transporté au palais. On fit venir les guérisseurs, les sorciers et les devins. Personne ne put le sauver. Le roi tremblait, son corps se raidissait. Tout le monde était inquiet. Le venin commençait à faire ses effets. Il fallait agir vite. Gora demanda aux gardes de le faire sortir, car lui seul pouvait soigner le roi. Je peux fermer la porte. Le garde prévint immédiatement l'entourage du souverain. On fit sortir le prisonnier. Gora demanda à être seul avec le roi. Il s'approcha de lui et récita 12 fois une formule magique suivie du rythme secret. Puis il demanda du lait caillé qu'il versa sur le corps du roi. Comme par miracle, le roi retrouva ses forces. Une cérémonie fut donnée au palais en présence de la princesse. Le roi prit la parole et déclara « Cet homme m'a sauvé. Je lui dois la vie. Désormais, c'est un homme libre. J'ai été induit en erreur. Je l'avais pris pour un voleur et un criminel. Je lui demande pardon. » « Vive le roi !» cria la foule. Les griots du palais entonnèrent des chants de louanges en l'honneur de Bouba. De mémoire de vieillard, on n'avait jamais entendu un roi demander pardon. Le roi rendit son coffre à Gora et lui offrit beaucoup de cadeaux. Durant toute la fête, Gora et Yacine échangeaient des sourires et des regards doux. Tous les deux savaient que leur amour n'était pas possible, car Gora était un paysan. Il quitta le palais avec tristesse. Il était amoureux. Quant à Marsassoum, il fut banni à jamais du royaume. Gora, lui, retourna dans sa modeste case, mais auparavant, il alla remercier les animaux. Le temps passa. Un jour, Thiéli, l'épervier, assista du haut de son arbre à une discussion entre Yacine et sa meilleure amie. La princesse lui confiait son amour pour Gora. Elle lui parlait de sa tristesse et de ne pas pouvoir se marier avec l'homme qu'elle aimait. L'épervier en informa immédiatement le lion. Gaïndé rendit visite à Gora au milieu de la nuit. « Mon ami, dit le lion, tu es jeune, tu es fort, tu devrais te marier. Es-tu amoureux ?» Gora lui répondit timidement qu'il était amoureux de la princesse, mais il savait que cet amour était impossible du fait de son rang social. Alors le lion lui exposa son plan. « Je vais enlever la princesse et le roi sera obligé de récompenser l'homme courageux qui osera me défier. Personne ne sera au courant de mon projet. Je t'indiquerai la cabane secrète où je la cacherai et je te donnerai la clé. » Gora n'était pas convaincu de l'efficacité du projet. Et puis, il trouvait la démarche un peu malhonnête. Le roi insista longuement et finit par convaincre son ami en lui garantissant la sécurité de la princesse. Un matin, alors que cette dernière se promenait dans la forêt des Calcédras, le lion, caché derrière les buissons, surgit comme un éclair. Il sema la panique parmi les amis de la princesse et enleva Yacine. Kala, le garde du corps, paralysé par la peur, ne put rien faire. Gaïndé détala comme une flèche et s'engouffra dans la brousse profonde. Il enferma Yacine dans sa cabane, puis il partit rejoindre Gora. Il lui remit la clé et lui indiqua le lieu où se trouvait la princesse. La nouvelle de l'enlèvement de Yacine fit le tour du royaume. Les guerriers et les chasseurs cherchèrent partout la princesse. On fouilla la brousse et la savane, on organisa des battues, mais Yacine restait introuvable. Le roi Bouba promit d'accorder la main de sa fille à un prince courageux qui pourrait la délivrer des griffes du lion. Mais aucun fils de roi ne voulut risquer sa vie pour Yacine. Gora se rendit alors chez le souverain
et lui promit de sauver la princesse. Le roi lui dit « Je sais que tu n'es pas de sang royal, mais si tu me ramènes ma fille, bien aimée, mon unique enfant, et si elle est d'accord, alors je ne m'opposerai pas à votre mariage. » Gora, ni une ni deux, prit son cheval et partit dans la brousse à l'endroit indiqué par le lion. Le roi attendait avec inquiétude l'issue de l'opération. Il se demandait comment Gora pourrait réussir là où les meilleurs chasseurs et les guerriers du royaume avaient échoué. Après avoir galopé longtemps dans la brousse, Gora aperçut la cabane du lion. Il se dirigea vers ce lieu où nul homme n'avait jamais mis les pieds. Il prit la clé et ouvrit la porte. La princesse, terrorisée, était recroquevillée sur elle-même. Le bruit de la serrure l'avait fait sursauter, mais quand elle vit Gora, de grosses larmes de bonheur coulèrent sur ses joues. Elle se jeta dans les bras de son amoureux et sans perdre de temps, ils rentrèrent au palais où tout le monde les attendait. Le roi était heureux de retrouver sa fille saine et sauve, et Gora fut accueillie en héros. Quelques mois plus tard, le mariage fut célébré. Partout dans le pays, on fêta l'union de Yacine et de Gora au son des percussions et des chants. Les griots musiciens composèrent des hymnes à la gloire de Gora et de la princesse. Comme le roi n'avait pas de fils, Gora devint l'héritier du royaume. Et un jour, il raconta toute son histoire à Yacine. Et voilà pour aujourd'hui. Un dernier masque. Le dernier masque est celui-ci. Donc là, vous voyez un humain sur un masque qui est là. Voilà. Et vous pouvez voir que l'humain, ce qui est sur son visage, et ben, c'est le masque qui est en dessous. Il est assis sur le masque. Et derrière, vous pouvez voir que déjà, il y a des sortes de fils qui tiennent l'humain. Et là, c'est un grand creux avec le fil pour attacher à la personne. Merci voilà, Abby. C'était les 4 masques. Merci à tous de votre écoute. Bravo, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Bonne sieste pour ceux qui vont faire une sieste. Merci. Je vous remercie. Je vous dis à beaucoup, très Abby. vite. Merci, Lynn. Merci à tous. Prenez soin de vous. On vous embrasse. À très bientôt. Prenez soin de vous. Oui, à bientôt. Ciao. Au revoir. Il y avait combien de personnes ?